Là, on va parler juste c'est une espèce d'étude de cas et un peu mon job, c'est un peu de convaincre qu'il faut faire des travaux, en particulier d'extension, vers les salles de cinéma, vers les mono-écrans en particulier, qui représentent 20 salles sur les 30 adhérentes au réseau de la CPG. Donc, le cinéma de luxe de Cadillac est assez caractéristique de ce point de vue-là. D'abord, c'est un cinéma des années 50, 60, tel qu'existait, qui est représentatif de nombreuses salles du département, qui date de la grande époque des cinémas. C'est mono-écran, mais surdimensionné, avec 400 places, l'époque où tout le monde, les gens venaient une fois par semaine, mais ils venaient tous au cinéma. Donc, rapidement, pour présenter le cinéma de Cadillac, c'est un cinéma de proximité, 2 écrans depuis 2018, on va y venir. RSC, label recherche, découverte et jeune public. 2,6 salariés, une gouvernance associative, un cinéma dont les murs appartiennent à la ville qui nous en délègue l'exploitation, avec un bassin de population qui correspond à la communauté de communes, c'est aujourd'hui l'échelon le plus éloquent, et 50 000 entrées en 2019, c'est-à-dire la première année pleine avec 2 salles, on en reparlera tout à l'heure, et 33 000 en 2022, voilà, pour mesurer la chute un petit peu spectaculaire en 2022, mais je pense que tous mes collègues sont concernés. Donc avec un indice de fréquentation de 10 en 2019, ce qui est quand même assez performant. Je crois qu'on est autour de 3,5 au niveau national, c'est-à-dire le rapport entre la population et le nombre de venus au cinéma. Voilà. Donc ça c'est... j'avais un écran devant moi. C'est l'état du cinéma avant la première rénovation. Donc le cinéma luxe a fait l'objet d'une rénovation en 2009. Donc un cinéma extrêmement vétuste, je pense le plus vétuste de Gironde. Voilà, et avant-après. Cette première rénovation est intervenue à la suite de la reprise du cinéma grâce au soutien des différents partenaires qui sont les mêmes que lorsqu'il y a eu une extension en 2019. On en parlera après. Donc on s'est très rapidement, après 2009, rendu compte des contraintes assez importantes du mono-écran face aux enjeux de l'exploitation. Aujourd'hui, on a entre 10 et 15 films qui sortent de manière hebdomadaire et que donc l'économie du mono-écran nous apparaissait compliquée et l'est d'autant plus aujourd'hui. Je pense qu'on peut même parler d'une économie qui tend à devenir obsolète, surtout avec l'augmentation des charges de fluide, bien entendu. Donc les contraintes du mono-écran et les réponses apportées. Donc la première, évidemment, c'est la diversité sur l'ensemble des films et sur les créneaux les plus porteurs, même si vous avez une programmation éditorialisée. Nous restons pour la très grande partie, la majorité des cinémas généralistes, et donc il faut assumer différentes formes de public, favoriser la mixité et la porosité des publics, ce qui n'est pas possible avec une seule salle, et donc répondre à la demande. Évidemment, une contrainte très forte que connaissent nombre de mes collègues, c'est les difficultés d'obtention rapide des films. On a des exigences des distributeurs sur l'exposition des films en première semaine ou en deuxième semaine qui sont parfois à 75% d'occupation pour un écran. Donc vous comprenez bien qu'avec un seul écran, en fait, il n'y a quasiment aucune diversité. Répondre à l'actualité et évidemment accroître la durée de vie des œuvres, c'est-à-dire travailler en profondeur des films, en particulier art et essai, sur un temps long, et donc assumer le potentiel des films sur un temps relativement long. Voilà. Et donc travailler le bouche à oreille. Donc ça, c'est tout le travail évidemment des salles, et en particulier des salles art et essai. Mes collègues connaissent bien ces questions-là. Et évidemment, la cohabitation, programmation grand public art et essai, et une valorisation de l'identité art et essai par ce travail d'accompagnement des œuvres. Donc tout ça est rendu beaucoup plus compliqué avec un mono-écran, et donc il nous a fallu quasiment 10 ans pour parvenir à convaincre la collectivité d'investir dans l'extension pour une seconde salle. Et enfin, une dernière contrainte, c'est la question de l'exclusivité de la salle. C'est-à-dire que ça c'est un enjeu qui apparaît aujourd'hui aussi, c'est que
on tend à penser évidemment le cinéma comme un lieu qui excède l'usage premier, c'est-à-dire le hors-film. Donc un lieu de vie, un lieu structurant, un lieu qui vraiment se situe au cœur des territoires et qui serait une chambre d'écho des initiatives locales, et donc pouvoir accueillir des événements divers au-delà du cinéma, tout en pouvant maintenir une programmation cinématographique. Voilà. Donc en 2018, on a donc obtenu créer une seconde salle au Cinéma Luxe. Là, je vous ai mis le financement. Donc le coût était de 728 000 € avec différentes aides qu'on pourra détailler. Mais voilà, vous avez un panel représentatif, mais de ce que vous avez entendu aussi ce matin. Donc le CNC, la région de Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde et l'Europe à travers les fonds leaders dont nous parlera Richard Rey juste après. Et un reste à charge pour la municipalité de 20%. Ce qui est quand même intéressant, étant donné l'atout en termes d'attractivité que représente un cinéma pour une municipalité. On le répétera, je pense, jamais assez. Voilà. Alors, le passage du mono-écran aux 2 écrans, pour achever de convaincre. Donc, en mono-écran, la dernière année, c'est-à-dire 2018, on était à 33 000 entrées avec un chiffre d'affaires de 170 000 €. Tout de suite, après, dès la première année, c'est-à-dire 2019, c'est juste avant le Covid, hein, donc c'est la seule année de référence véritablement pour nous, l'année normale. On est passé à 50 000 entrées, donc plus 50% de fréquentation, un chiffre d'affaires de plus 59%, donc c'est intéressant, le chiffre d'affaires a été plus important que la fréquentation. 2 temps plein contre 2,6 ETP, c'est-à-dire 2 temps plein plus un 24 heures par semaine. Un doublement des séances hebdomadaires pour un nombre équivalent de semaines de fonctionnement. Sur la question arrêt-essai, bon, on est quasiment équivalent. Et une prime arrêt-essai, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Donc la prime arrêt-essai qui sanctionne le travail, vous le savez, arrêt-essai qui est mené dans les salles de cinéma en fonction du pourcentage de séances qui sont réalisées et du travail d'animation autour de ces séances, qui lui a été beaucoup plus important, donc 24 500 € contre 14 000 €. Et des charges de fonctionnement en fait, qui, elles, n'ont pas doublé alors qu'on a doublé le nombre des séances, mais qui sont montées de 49%. C'est-à-dire qu'en augmentant la capacité de vos salles, en passant d'une salle à une seconde, vous ne doublez pas vos charges de fonctionnement. Bien sûr, un projectionniste qui aujourd'hui lance un film pour une salle peut évidemment lancer un film dans 2 salles. Donc un constat intéressant. Voilà, donc ça c'est la courbe de fréquentation. Juste pour signifier que évidemment c'est un secteur qui nécessite des investissements réguliers, le cinéma, et qui se réinvente à coup de fréquentation, de rénovation et d'investissements intéressants. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas attendre des grandes restructurations spectaculaires et d'attendre que la salle soit vieillissante, mais vraiment de penser régulièrement les investissements dans la salle en partenariat avec les élus et les exploitants, et que donc les projets de rénovation sont tout de suite pertinents en termes de fréquentation, d'autant que ça s'accompagne systématiquement d'une professionnalisation de la salle, et ça c'est garanti évidemment par les partenaires qui font attention lorsqu'ils s'engagent dans ce type de projet. Alors ça c'est juste rappeler, ça c'est pareil, mes collègues qui travaillent dans les salles le savent bien. Donc nous, on a un modèle qui repose beaucoup sur la fidélisation des publics et sur l'attachement des spectateurs à leur salle, qui est représenté ici sur la proportion en valeur selon les tarifs. Donc nous, l'abonnement représente 40% de nos recettes billetterie. En fréquentation, c'est plus que ça, c'est quasiment 46% sont représentés par les abonnements, les cartes d'abonnement. Pour nous, la carte d'abonnement vraiment sanctionne ce travail de fidélisation qu'on fait auprès de nos publics avec une politique tarifaire adéquate. Et c'est d'autant plus intéressant économiquement qu'une carte d'abonnement, c'est une avance de trésorerie aussi. Donc, à tout point de vue, c'est intéressant, et ça sanctionne aussi le fait que les spectateurs aient confiance dans la programmation, confiance dans la salle, et un attachement certain à la salle de cinéma. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça, je suis désolé.
Donc, on cherche évidemment à valoriser, à créer cet attachement du public. Alors ça en passe aussi par tout ce que je viens d'évoquer, une politique tarifaire, une programmation éditorialisée, une politique d'animation pour créer cet attachement, et un cinéma inscrit dans son territoire. C'est-à-dire que la synergie qui peut se faire avec les structures locales, avec les collectivités locales qui vont flécher le cinéma de proximité comme un lieu structurant pour le territoire est primordial pour nos salles. Un autre volet, c'est d'avoir une architecture singulière, c'est-à-dire l'architecture du cinéma luxe. Les projets de rénovation et d'extension ont été faits en respectant l'identité des lieux d'un cinéma qui datait des années 50, et c'est vraiment important, intéressant, et un aménagement adapté permettant de répondre aux nouveaux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire penser le cinéma au-delà de ce simple usage cinéma, de son usage premier en l'occurrence, donc un lieu qui deviendrait un tiers-lieu culturel avec le développement du hors-film, un lieu d'exposition, un lieu qui permet de développer des colloques, des conférences, qui permet de développer aussi, de diversifier les recettes des salles de cinéma. Et là où nous, le cinéma n'a pas été complètement pensé d'un point de vue architectural, et c'est la question du hall. C'est-à-dire que là, on arrive, nous, à un troisième volet où on se rend compte que notre hall est plus adapté à ces nouveaux enjeux. Et donc penser le hall aussi comme un lieu de vie à part entière, ça demande un aménagement spécifique qui fait l'objet d'un nouveau projet, donc d'un troisième projet, qui prendra moins de temps, je l'espère, je le souhaite, que les deux premiers, qui ont mis quasiment 10 ans pour chacun d'entre eux. Et donc, voilà. Et donc ça, c'est le projet du hall tel qu'on l'a pensé actuellement et qui est aujourd'hui en cours de développement. Voilà. Du coup, moi, je travaille au pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers et je suis en charge du volet territorial des fonds européens, donc ce que l'on appelait avant un programme leader, et demain, programme leader avec d'autres fonds, ce que vous a présenté tout à l'heure Javier et Florence. Donc, il y avait une petite présentation. Il y avait une présentation, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, je comprends, pas de souci. Donc nous, le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers, c'est une structure publique qui est située entre la Garonne et la Dordogne. Donc directement en contact avec la métropole bordelaise et qui s'étend jusqu'aux limites du Lot-et-Garonne. Donc on a un territoire de 90 communes, 5 communautés de communes, à peu près un peu plus de 105 000 habitants. Et on a 3 missions principales en tant qu'acteur public. Une mission d'abord d'animation thématique, où on rend des services d'accompagnement et de développement, donc par exemple autour de l'agriculture, l'alimentation, l'économie. On a une deuxième mission qui est en charge d'aller chercher des contrats financiers avec l'État, la région, on en a parlé tout à l'heure, avec l'Europe, pour financer des projets d'acteurs publics ou privés sur le territoire. Et on a une dernière mission que l'on peut activer, qui sont des services à la carte. Et par exemple, pour certaines communes de notre territoire, on est devenu espace instruction des permis de construire et d'urbanisme. Voilà. Donc on est une petite structure publique de 10 salariés qui travaillons sur ces 3 types de missions. Sur le cinéma, aujourd'hui, on a un cinéma associatif et avec un partenariat public qui est une monosalle sur Créon, donc l'association Max Lender. Et on a aussi d'autres cinémas d'entreprises, portés par des entreprises, donc notamment à Pompignac où ils gèrent la diffusion dans une salle publique. C'est un réseau de salles publiques et donc c'est l'entreprise Artec. Et on a l'espace polyécran à Sainte-Eulalie porté par l'entreprise Grand Écran. Donc tout ça aussi pour dire que ces missions de développement, les pôles territoriaux comme nous doivent mettre en place des projets de territoire. Donc nous, c'est ce que l'on a appelé Ambition 2030. On l'a élaboré en 2019. Et l'idée, c'était de fixer pour les 10 prochaines années les thèmes d'intervention, les stratégies à développer, les projets à accompagner. Et donc ce projet de territoire est une référence pour nos contrats financiers. C'est-à-dire on se sert de ce qui a inscrit comme thématique d'intervention et comme secteur à développer pour orienter ensuite nos contrats financiers.
Et donc sur les fonds européens, le pôle territorial sort d'une expérience de portage de 2 programmes leaders, donc sur les 2 programmations inscrites au calendrier que vous voyez. Donc c'était 2 programmes avec 2 stratégies complètement différentes. Donc tout à l'heure Florence l'a dit, mais chaque territoire qui porte des fonds européens choisit les thèmes sur lesquels il veut intervenir et sur lesquels il veut financer des projets. Donc les 2 stratégies différentes pour le premier contrat étaient plutôt axées sur les services, le cadre de vie et le développement de services à la personne. Et le deuxième programme, donc celui qui se termine cette année, était plutôt orienté autour de l'économie, du développement économique du territoire. Voilà. Donc on a obtenu sur ces 2 contrats un peu plus de 3,6 millions d'euros. Donc c'était une belle enveloppe. On a accompagné 140 projets. Donc avec beaucoup plus de projets aussi qui ne sont pas allés au bout, mais vous voyez qu'on est une structure d'animation et d'accompagnement à échelle humaine. On est là aussi pour accompagner des projets, accompagner les porteurs de projets dans le montage des dossiers, parce que voilà, c'est vraiment une force de frappe sur des petits projets, les projets les plus innovants, les plus ambitieux, les plus insolites sur le territoire. Et alors, une dernière particularité de notre territoire, c'est qu'on a accompagné aussi beaucoup de porteurs associatifs ou privés, notamment sur le 2e programme, puisqu'il était axé sur le développement économique. On a eu beaucoup de porteurs d'entreprises, d'associations de l'ESS qui ont été porteurs de projets. Donc, dans le cadre de Cadillac, on a accompagné le projet de 2e salle de cinéma, le Luxe, à Cadillac, notamment par un soutien financier à la mairie. Donc le porteur de projet, c'était la mairie que l'on a accompagné à partir de 2016-2017 dans tout ce qui était les démarches de préparation, d'études. Il sortait également d'une étude de faisabilité d'une 2e salle avec l'IFED, de mémoire, qui avait montré les besoins et de développer une 2e salle, les besoins en termes de perspectives financières, de gestion des charges, etc. Et d'opportunités aussi de la demande vu le bassin d'habitants. Donc on a ensuite pris le pas avec la mairie, nous, pour accompagner la mairie sur un soutien financier. Alors pourquoi on les a accompagnés? Parce que tout d'abord, le projet répondait à un de nos objectifs. Tout à l'heure, je vous ai dit que les territoires choisissent les thèmes d'intervention. Et nous, sur le programme actuel, on était sur l'économie, notamment avec une secteur d'intervention sur l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi notamment dans le champ de la culture. Et donc c'est pour ça que l'on a accompagné la mairie, puisque le partenariat avec l'association sur le portage et la gestion d'un équipement culturel rentrait dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à sélectionner ce projet et à le financer via cette entrée économie sociale et solidaire. Ensuite, donc sur les financements, Florent en a parlé également, mais voilà, donc du coup, la mairie a obtenu le maximum d'aide possible, donc 80%, notamment avec d'autres aides, CNC, région, département, et des fonds européens leaders. Alors, les fonds européens leaders, nous, les fonds européens arrivent toujours en dernier financeur, c'est-à-dire on vient toujours pour équilibrer un plan de financement par rapport à d'autres recettes privées, subventions publiques ou privées, qu'un porteur peut obtenir. Et donc nous, on avait un plafond à 120 000 euros. Donc la commune a obtenu le plafond, puisqu'il y avait un restage financier à cette hauteur-là. Et donc ce montant a été calculé en dernier. Voilà. Alors, pour répondre aussi à la remarque tout à l'heure sur la diversité des aides, nous, un conseil que l'on donne aux porteurs de projets, c'est à un moment donné dans l'étude de faire un tour de table des acteurs financiers, de faire un comité des financeurs, nous réunir tous au même endroit. Et si possible, si on peut monter le même dossier, ce que vous aviez dit, sur les pièces à fournir, sur les justificatifs. Donc nous, on se proposait à l'époque, en tant que GAL, de structure porteuse des programmes leaders, d'uniformiser ce dossier unique, parce que voilà, qui dit fonds européen dit des dossiers en général très complets à monter, pas forcément complexes, c'est des pièces réglementaires que l'on demande, mais on les demande toutes. On demande le permis, on demande les pièces du marché public, chose que certains autres financeurs ne font pas. Donc en fait, pour faciliter la démarche auprès de la mairie, on avait proposé d'être le centralisateur de ces pièces et ensuite de l'envoyer aux autres financeurs publics. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais voilà, c'est dans un souci de simplifier, d'uniformiser ce portage.
Alors, une petite particularité, je vous ai parlé de Cadillac, mais vous voyez dans la carte que Cadillac n'est plus sur notre territoire. En fait, en 2017 et suite à la loi NOTRe, certaines communautés de communes ont fusionné avec d'autres. Et en 2018, l'ex-communauté de communes de Cadillac a fusionné avec celle de Pau-d'Ansac et a choisi de partir sur le territoire européen du Sud-Gironde, puisque l'autre communauté de communes était sur le Sud-Gironde. Donc on a eu des transferts comme ça depuis 2018, mais Cadillac fait partie de l'historique de notre programme. Donc voilà, et resté chez nous dans le portage parce que le projet avait commencé en 2017, notamment sur les marchés publics. Les marchés avaient été attribués et lancés en 2017. Les travaux ont commencé en 2018 pour être livrés pour l'année 2019 à peu près. Voilà, donc c'est une petite particularité. C'est pour ça que je n'ai pas cité le cinéma de Cadillac dans la présentation du territoire et qu'il n'est plus sur la carte, mais il fait partie de notre historique de programme. Alors, et pour demain, les fonds européens, on l'a vu, on est à cheval sur 2 programmes. Florence vous l'a dit tout à l'heure. Donc, la nouvelle période dans les textes, c'est sur les années civiles 21-27. Donc, la région sera toujours restera l'autorité de gestion, c'est-à-dire c'est elle qui contrôle les dossiers, la conformité des dossiers et des pièces. Sur les fonds européens, alors, il y a une mesure, alors on a parlé de performance énergétique, de rénovation thermique des bâtiments. Il pourrait y avoir, donc il y a les autres fonds européens, il y a à peu près 80% des fonds européens qui arrivent en région, donc 800 millions d'euros. Tout à l'heure on a parlé de 200 millions pour les territoires. Il y a plus de 800 millions qui arrivent en région et qui seront gérés par la région sur des différents secteurs d'intervention, dont une sur la performance énergétique des bâtiments publics. Donc pour les cinémas qui seraient propriété de collectivités, qui auraient des projets uniquement de rénovation thermique, donc isolation, changement de menuiserie, d'isolation, il pourrait peut-être y avoir une aide sur cet axe-là du FEDER, donc l'axe 2.1, sous réserve de critères d'ambition du projet de rénovation, sous réserve de coûts minima aussi de projet. Là, on parle de projets autour de 200 à 300 000 euros, rien que pour de la rénovation énergétique. Donc, ça exclut tout ce qui est rénovation, électricité, plomberie, aménagement de lieux. On est vraiment sur des dépenses uniquement de performance. Et comme l'a dit Florence également, sur ces autres fonds européens, il n'y a pas de mesures dédiées à la culture ou dédiées au cinéma. Donc, nous, les territoires, qu'est-ce qu'on s'est dit ? L'approche territoriale nous le permet, par contre. L'approche territoriale, c'est ce que vous a présenté Florence, c'est une partie des fonds européens, à peu près 15 à 20%, sont confiés aux territoires et les territoires choisissent sur quoi ils veulent intervenir, soutenir des projets. En lien aussi avec un cadre réglementaire régional et européen. Mais voilà, donc les territoires réfléchissent sur les thèmes d'intervention qu'ils veulent. Donc on gérera 2 fonds, donc toujours un programme leader comme c'était le cas avant, et une partie d'autres fonds européens. En Gironde, vous avez les 8 territoires. Alors tout à l'heure, Florence, vous avez donné les contacts et les structures porteuses. Moi, je vous ai mis la carte, donc on est complémentaires. Ça se superpose. Donc, à vous de voir sur votre territoire la structure relais qui pourrait vous accompagner éventuellement. Par contre, les territoires sont toujours... on est quand même dans une démarche ascendante, c'est-à-dire c'est les territoires qui choisissent certaines choses. Les territoires, notamment, ils vont devoir choisir, et ils ont choisi quelle stratégie locale ils veulent soutenir avec ces fonds européens, c'est-à-dire quel thème, quel champ d'intervention, quel type de projet. Donc, à voir s'il y a des projets sur la culture, les services à la personne, voilà, pour aider de même peut-être des projets de cinéma ou pas. Les territoires, ils ont fait aussi un choix de gouvernance, c'est-à-dire la particularité de ces fonds européens, c'est qu'ils sont pilotés par des instances, des GAL, des groupes d'action locale, qui sont composés à la fois d'acteurs publics, donc vos élus, des élus de vos communes, et des acteurs privés, où on retrouve des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des salariés du territoire. Et donc c'est cette composition mixte qui est là pour choisir et sélectionner les projets. C'est cette composition aussi qui choisit ses critères d'intervention. Notamment, est-ce qu'on veut soutenir des projets qui sont portés uniquement par certains types d'acteurs, par certains bénéficiaires. Donc c'est tout ce qu'on appelle les critères de sélection, les critères d'éligibilité. Donc il y a un travail en ce moment, puisqu'on n'a pas encore démarré opérationnellement la validation des projets, mais tous les territoires se mettent en ordre de marche pour se préparer et démarrer cet automne. J'ai entendu Florence le spécifier. Donc du coup, la dernière particularité de cette gouvernance, c'est les modalités de mise en œuvre. Donc certains territoires vont faire le choix, par exemple, de faire des appels à projets. Certains territoires vont aussi choisir comment ils gèrent leur enveloppe, c'est-à-dire les minima d'intervention, les maxima d'intervention. Tout à l'heure, je vous ai parlé, nous, qu'on avait un plafond à 120 000
sur lequel la commune a été aidée de Cadillac. Voilà, donc il y a des territoires qui ont des plafonds peut-être plus bas ou plus hauts. Donc voilà, donc je ne peux pas vous parler aujourd'hui de taux d'intervention, de montant d'aide. C'est vraiment au cas par cas et chaque territoire a son propre règlement. Voilà. Et pour terminer, voilà, donc nous, petit focus sur le cœur entre deux mers. Nous, par exemple, on a 4 axes d'intervention. Un axe sur la transition environnementale, un axe sur l'économie, un axe sur l'agriculture et l'alimentation et un axe sur la jeunesse. Et dans cet axe jeunesse, on a identifié les équipements en lien avec le développement d'une politique sportive, les équipements d'accueil et de garde d'enfants et les équipements en lien avec la culture. Et donc, on pourrait demain financer un projet comme une rénovation, un développement, un aménagement de cinéma, mais il faudrait qu'il montre le lien avec l'accueil, la mise en place d'une politique jeunesse pour être financé comme lieu culturel et de jeunesse. Voilà, donc c'est vraiment une entrée spécifique, c'est vraiment une façon de présenter le projet, une façon de développer aussi des activités autour d'un projet. Peut-être que d'autres territoires ont des fiches actions sur les cinémas, sur la culture, sur les services à la personne. Donc voilà, peut-être que voilà, tout ça aussi pour conclure, c'est que les choses à retenir, c'est vraiment de contacter la structure locale, de présenter votre projet, parce que selon comment elle a orienté sa stratégie, fait des choix en termes d'intervention, peut-être que votre projet d'aménagement, de développement, de rénovation, d'extension de services, comme l'a dit Florent tout à l'heure, ça pourrait rentrer, mais peut-être pas. Donc c'est vraiment un premier réflexe, contacter les structures. Deuxième réflexe, je l'ai dit, je le redis, mais présenter le projet, notamment faire un tour de table des acteurs financiers, puisqu'on intervient nous toujours en dernier. Alors nous, on n'est pas des spécialistes du cinéma, on est des généralistes. Donc voilà, donc de toute façon, même si on a des projets en lien avec le cinéma, on va voir les structures compétentes qui accompagnent plus de projets de ce type à une échelle régionale ou départementale. Et le dernier réflexe, c'est un peu avoir de la rigueur et du temps pour monter les dossiers, parce que ça prend du temps, c'est des dossiers très complets. Alors c'est pas forcément complexe, hein, parce qu'encore une fois, c'est des pièces administratives demandées par la réglementation française, les marchés publics, le permis de construire, c'est pas nous qui l'imposons, mais nous, avec les fonds européens, enfin, l'Europe demande que quand il y a des fonds européens, on ait l'exhaustivité des pièces administratives et pour éviter de financer des projets inéligibles, hors cadre administratif ou illégaux. Voilà, s'il y a un défaut de permis, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et nous, on a besoin du permis dès le départ. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, la matinée s'achève. Peut-être, oui, des questions. Oui, Hélène. Pas du micro. Oui, alors il y a des conditions Alors, les projets peuvent avoir commencé depuis 2021. Après, il y a des conditions de dépôt du dossier. En général, nous, il faut quand même obtenir un accusé de réception auprès d'un financeur public après 2021 pour pouvoir le justifier et pour pouvoir rentrer dans notre programmation. Donc du coup, il faut quand même faire une demande préalable, ce que l'on appelle, pour obtenir cet accusé de réception. Donc des projets qui sont très avancés, c'est à voir, mais en général, il faut quand même passer par nous. Il faut que le projet ne soit pas terminé avant que l'on engage le dossier. D'autres questions? Ou la fin tiraille? Oui. Une question et puis une réflexion un peu globale sur la matinée. Est-ce que votre structure, elle peut être porteur d'un projet elle-même au nom des autres collectivités territoriales que vous regroupez, à l'image d'un EPFL? C'est la question. Et puis globalement, je trouve que toute la matinée, même s'il y a quelques complexités, et on sait qu'un projet qui paraît complexe, qu'on le découpe en petits morceaux, on arrive à le résoudre de façon plus facile. Et puis, on a la chance en France d'avoir beaucoup d'outils d'intervention locales, des associations. Et je dirais que dans votre région, vous êtes quand même très soutenu à la fois par les collectivités, par les associations comme SINA, comme l'association des cinémas de proximité, ou voir la DRAC, le CNC, nous. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup d'outils d'accompagnement qui permettent de construire le projet. Ça prend du temps. Mais une fois qu'on a découpé les choses, qu'on a bien compris les éléments, on peut construire un projet. Mais la nécessité d'avoir un projet global,
d'avoir une réflexion globale, que ce soit pour mettre en place une stratégie d'éco-responsabilité. Si on n'a pas les données, on ne peut pas réfléchir à mettre en place une stratégie. Et ça me gêne un peu quand on dit je fais la deuxième salle et puis après je réfléchis au hall. Nous, je sais qu'on préfère toujours qu'il y ait une réflexion globale, quitte à ce que le projet se construive sur la durée et avec des étapes. Mais je pense que toutes les interventions démontrent bien qu'il faut avoir une réflexion un peu générale et après d'aller rencontrer les uns et les autres pour que le projet n'apparaisse pas tout ficelé, parce que du coup, là, on découvre que malheureusement, il ne rentre pas dans tel ou tel critère. Donc, c'est bien d'avoir un travail en amont qui est conséquent avec tous les acteurs, toutes les personnes qui peuvent vous accompagner et qui peuvent financer les projets. Sinon, on va découvrir qu'effectivement, on a loupé une case et que c'est dommage d'avoir loupé cette case. Alors, nous, avec les fonds européens, on finance plutôt de l'investissement matériel, mais aussi de l'investissement immatériel. Donc, s'il y a besoin, à un moment donné, d'avoir un temps d'études, d'ingénierie pour réfléchir à un montage, à un développement de projet, on peut financer ce temps d'études. Après, le projet de cinéma de Cadillac, moi, quand je suis rentré sur le projet, ils avaient un DLA, un dispositif local d'accompagnement qui était en cours. Donc, ils avaient eu une aide par un prestataire extérieur. Donc, sur Florent, si je te regarde, mais voilà, si je dis une bêtise, tu me coupes. Ils avaient fait une étude de préfiguration et de développement du cinéma en vue de créer une deuxième salle. Je pense que l'enjeu du hall, ils l'avaient pas forcément identifié en termes d'aménagement, mais ils avaient identifié un enjeu en termes de services proposés, d'accueil au sens large. Voilà, c'est un cinéma qui fait pas de la vente de confiserie, etc. Donc il y avait aussi d'autres perspectives ou pas à activer, mais ils étaient passés au préalable par une étude sur l'opportunité d'avoir une deuxième salle et qu'est-ce que ça allait amener en termes de changement de pratiques, de charges et de recettes éventuelles. Donc il y avait eu un peu cette amorce d'ingénierie, d'études, de réflexion. Et nous, la dernière question que vous m'avez posée, c'est à l'échelle de notre territoire, en effet, nous, notre structure porteuse, on est une structure publique, on est un syndicat mixte qui vit par la cotisation des communautés de communes et d'autres fonds que l'on va chercher pour le financement de nos missions. Et nous, en tant que structure publique, syndicat mixte, on peut porter des projets à une échelle de notre territoire. On porte plutôt des projets d'animation, d'études, d'investissement immatériel, d'études, de plans de communication, plans marketing, animation territoriale. On n'est pas une structure qui a des investissements, nous. Par contre, avec les outils financiers que l'on a, on va financer des investissements. Donc si demain, il y a un enjeu de réfléchir la consommation du cinéma auprès des habitants et que les 3 cinémas qu'on a sur le territoire ne veulent pas l'apporter, on pourrait éventuellement l'apporter sous couvert d'une politique culturelle de nos communautés de communes, d'une politique culture, pardon. Voilà, donc du coup, il y a plein de choses à imaginer. Nous, on n'impose rien avec les fonds européens. On ne donne pas de conditions à ce que l'étude soit à une échelle. Nous, on est vraiment là pour répondre aux porteurs de projets. Et c'est pas nous. Enfin, moi, je m'occupe que des fonds européens territoriaux. On n'est pas là pour dire à tel acteur, vous devez mettre en place une étude sur la consommation culturelle du cinéma. Vous devez mettre en place un investissement X ou Y. On est vraiment là pour soutenir les opérations du local et les faire progresser, les faire construire en allant rencontrer d'autres acteurs plus thématisés ou d'autres financeurs publics. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, on est à cheval, on a la fonction un peu de généraliste. Hein. On est là un peu pour identifier les enjeux, voir là où il y a des projets, pas forcément obligés ou incités à faire des projets. On est là pour faire évoluer les projets pour qu'ils rentrent ensuite dans notre vision, pour ensuite les financer. Voilà, il y a un objet de financement.